je vous en prie, installez-vous. Voilà, on va parler ensemble des besoins des collectivités territoriales avec donc Isabelle Rézère et Sylvia Sylvander. On va commencer avec vous, Isabelle Rézère. Vous êtes de la métropole à la direction de l'innovation, chef de projet nouveaux usages. Et donc, vous connaissez parfaitement tous ces sujets-là. On s'interroge donc sur ces besoins qui doivent être exprimés par une métropole telle que celle de Nice-Côte d'Azur. On vous écoute. Racontez-nous de quoi vous avez besoin, ce que vous cherchez. Tout d'abord, c'est assez rare que le CNES, qui comprend d'éminents scientifiques, des ingénieurs, viennent nous voir en nous disant définissez-nous les besoins du territoire. Alors, comment on fait pour définir les besoins du territoire? Nous, on a consulté les directions de la métropole, on a beaucoup travaillé avec les directions métiers, on a consulté bien sûr la direction de l'information géographique qui stocke les données du spatial maintenant et qui les gère, qui les utilise au quotidien. On a consulté la direction du cycle de l'eau, la direction des affaires portuaires. Donc, l'ensemble des directions métiers de la métropole ont été associées à la définition des besoins. Ensuite, pourquoi utiliser le spatial quand on est une collectivité? Tout d'abord, peut-être parce que les images du spatial sont assez peu chères, voire gratuites. Elles sont accessibles fréquemment. On peut avoir des passages de certains satellites toutes les semaines, voire tous les jours. On peut avoir également des séries temporelles dans le passé, ça c'est assez extraordinaire, c'est-à-dire pour remonter 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, On a quelquefois des, 40 ans en arrière, donc, on a des images anciennes et parce que on peut suivre des évolutions. voilà, ces satellites sont dans l'espace depuis longtemps, et il est vraiment intéressant de pouvoir utiliser ces séries temporelles pour voir le passé et pour ainsi pouvoir programmer et envisager peut-être une projection sur l'avenir. Donc voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir cette approche du CNES qui vient de nous voir en disant quels sont les besoins des collectivités. Alors, tout d'abord, notre territoire, notre vice-président nous en a parlé, vous le voyez en photo. Hein, on voit de la bande côtière niveau 0, la mer Méditerranée, aux cimes du Mercantour. Vous voyez cette photo. Pour une métropole en France, je pense que c'est un cas totalement unique. Et c'est vraiment un territoire riche avec des écosystèmes très variés. Et effectivement, on est un peu un terrain de jeu pour le CNES qui a beaucoup d'idées pour développer beaucoup de projets avec nous. Donc là aussi, on s'est posé la question, comment le spatial peut nous aider? Alors d'abord, on s'est dit, il faut préserver notre littoral. Alors pourquoi le littoral aussi? C'est parce que le CNES nous a dit, voilà, nous avons un projet qui s'appelle Bande côtière, 5 millions d'euros pour 3 ans de définition de nouveaux démonstrateurs, de nouveaux produits qui vont être utiles demain et commercialisés, diffusés, etc. Donc voilà le sujet bande côtière. Et ensuite, le littoral, pour nous, c'est quand même là où se trouve la population. Nous avons donc un territoire qui fait plus de 1400 km², 570 000 habitants, et plus de 70% de ces habitants habitent la bande côtière. 70% sur la bande côtière. Voilà, vous voyez le relief, c'est pas toujours évident d'aller s'implanter dans le haut pays. Voilà, c'est ça. Des villages, de parcs national du Mercantour, des stations de ski. Donc, vraiment, c'est un territoire unique. Donc, préserver le littoral, pour nous, et la beauté de ce paysage, donc 12 millions de visiteurs par an hein, sur le littoral de la Côte d'Azur, c'est important parce que c'est une vraie richesse. Les gens viennent sur la Côte d'Azur parce que c'est une belle région, un beau pays, une belle métropole. La ville de Nice est splendide et donc les gens aiment venir nous voir. Et on a également vraiment un souhait de préserver tout ce qui est la qualité de vie des habitants. Parce que ces habitants qui sont sur ce littoral ont besoin d'infrastructures. Ils ont besoin de routes, ils ont besoin de zones d'activité, ils ont besoin de bâtiments pour habiter, pour travailler. Ils ont besoin de toutes les infrastructures nécessaires à la vie locale. Et donc, il est vraiment important qu'on puisse rendre compatible ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la préservation du littoral et également la qualité de vie des habitants. Et enfin, le développement économique est essentiel. La bande côtière, pour nous, le tourisme est essentiel. Et les activités portuaires aussi, puisqu'on a une quarantaine de sites portuaires dans le département des Alpes-Maritimes, 29 ports maritimes, où on a des éléments, des activités liées au yachting qui sont importantes aussi. On est le deuxième site où il y a le plus de passages de yachts
Au monde. au monde par rapport à la Floride Caraïbe, Waouh. qui est premier. Donc, c'est vraiment important de pouvoir gérer cette coexistence des activités économiques, mais en même temps en préservant l'environnement. Et vous m'avez dit que 90% des grands yachts passeront au moins une fois au cours de leur existence un moment sur la Côte d'Azur. Et on a effectivement des événements internationaux qui sont organisés chaque année sur la Côte d'Azur. Et qui attirent Et qui évidemment, attirent beaucoup de touristes. qui attirent ces yachts. Très bien. Bah, écoutez, poursuivons. Donc, nous avons demandé à nos services métiers quels exemples nous pouvions développer avec le CNES. Alors, tout d'abord, c'est la direction de l'environnement et de la transition écologique, le service maire qui vous parlera cet après-midi, avec Marie Singer, qui nous a dit on va parler du Cap Ferrat. Ah oui, Voilà le Cap Ferrat. magnifique. Magnifique, le Cap Ferrat. C'est en fait une aire marine protégée, on ne le sait pas toujours, Natura 2000, et avec un écosystème extrêmement riche. Posidonie, dauphins. Donc les Posidonies, pour les 2 ou 3 personnes qui l'ignorent dans la salle, ce sont des herbiers Les herbiers sous-marins. sous-marins, voilà, et qui sont importants. Pourquoi ils ont un rôle Et dans je les... pense qu'ils contribuent à l'oxygénation de l'eau. Je vois, Voilà, je nous vois avons- qu'on opine du chef. Voilà. Alors, on pourra aussi poser la question, parce qu'on a quand même beaucoup de scientifiques sur la côte de la métropole, notamment on a le laboratoire d'océanographie d'Île-de-France qui est présent et qu'on salue. On pourra répondre à toutes ces questions scientifiques. Absolument. Voilà. Donc en tout cas, il faut se souvenir de ça. Ces herbiers de Posidonie, on veut les préserver On veut les préserver. dans le fond voilà, dans Et le fond marin. quand vous voyez cette photo donc, du Cap Ferrat, vous voyez quoi? Vous voyez aussi des bateaux de plaisance. Comment rendre compatible la gestion des bateaux de plaisance et la préservation de l'écosystème? Attendez, pourquoi ils flottent? Ils font pas de mal, les bateaux de plaisance. Quel est Ouais. le problème? Ils sont quelquefois nombreux, ils jettent leur ancre. Les dispositions de l'aire marine protégée nécessitent la préservation. Et en fait, actuellement, on a des éco-gardes. Alors, juste une chose, pour qu'on comprenne bien l'un des sujets liés à ces yachts, vous parlez, ils jettent leur ancre, et donc à chaque fois qu'ils jettent leur ancre, il y a un choc au sol, ils peuvent détruire des choses au sol, et notamment ces fameux herbiers. Voilà. Ouais. Voilà, donc effectivement, c'est le service maire qui a contribué en tant qu'utilisateur à fournir ses besoins au CNES. Et là, c'est assez extraordinaire parce que le service maire nous a dit voilà la description de l'aire marine protégée, voilà la carte, voilà. Donc c'est quand même 9000 hectares, 5 communes, ça va de Villefranche jusqu'à Cap-d'Aille. Et voilà l'endroit où se trouvent les Posidonies, voilà l'endroit où se trouvent les dauphins, voilà l'endroit, etc. Actuellement, ils ont donc des éco-gardes qui tous les matins circulent le long de la bande côtière avec leur téléphone comme outil et des jumelles quelquefois, et qui regardent cette aire marine protégée pour la préserver. Donc, Ils la regardent, notamment ils la photographient pour voir où sont les bateaux, où est-ce qu'ils sont en train de mouiller, ce genre de choses. Et évaluer leur nombre, n'est-ce pas? voilà. Donc la question, en fait, c'est... Donc on est en train de faire ça de façon un peu manuelle. Tout à fait, tout à fait. Et la question était comment avoir un outil d'aide à la décision qui puisse capitaliser les données quotidiennes, qui puisse utiliser les images anciennes. Comment était le Cap Ferrat il y a 10 ans? Comment était le Cap Ferrat il y a 5 ans? Comment est-ce qu'il va être aujourd'hui et peut-être demain? Et donc, toutes ces questions se posent. Comment capitaliser et avoir un outil qui cumule ces informations dans le temps? Donc ça, c'est vraiment important, la capacité de prospective à partir du passé. Donc, on a défini, on allait voir le CNES qui nous a présenté ses prestataires qui sont ici, et on leur a dit, ben voilà, nous, on voudrait connaître le nombre de bateaux au quotidien ou quand il y a des événements, parce que par exemple, le week-end dernier, il y avait le Grand Prix de Monaco, et nous avions 600 yachts, je crois, à marée près de Monaco. Ah oui. Les gens qui sont venus de partout. Nous avons besoin de cartes de vulnérabilité. Nous avons besoin d'utiliser les GPS des bateaux. Ça s'appelle le système AIS. Nous avons besoin d'avoir des images satellites tous les jours. Comme ça, on peut carrément voir... Donc récolter le maximum d'informations dans un même système finalement. Il y a le GPS, l'AIS, il y a ce qu'on peut faire avec des appareils photographiques sur place. Il y a aussi tout ce qui vient de l'espace et rassembler tout ça dans un même outil. Voilà, et donc en fait, le CNES et ses prestataires ont mis en place de premiers démonstrateurs au niveau national sur cette protection des aires marines protégées
sur le Cap Ferrat, Très bien. sur le territoire de la métropole, territoire d'innovation. Alors ça, c'était donc la gestion des aires marines protégées. Deuxième service. Bon, une deuxième vous- photo. Alors ça, c'est simplement la baie des Anges à Nice. Et vous allez me dire, c'est quoi ce tas de galets qui est sur la plage du côté de Magnan? En fait, il faut savoir que chaque année, on engraisse les plages avec des galets qu'on apporte. On engraisse les plages, c'est comme ça qu'on dit. Depuis les années 1960, exactement, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire qu'on apporte des galets, on les pose en hiver sur la plage et ensuite on les étale au printemps. Et les baigneurs, quand ils veulent venir en été, ils se trouvent avec une plage. Et donc il va y avoir de confortable. plus en plus de galets au cours du temps? Non, pas du tout, parce que en fait, la mer, avec les coups de mer, etc., érode cette plage. Les galets s'en vont. Les Donc, galets s'en vont au large, en fait. voilà. Et sans galets, pas de plage. Et donc, si on avait laissé la Côte d'Azur, la ville de Nice, en état naturel, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas les plages. Donc, la question de l'érosion, C'est la roche, hein, oui. en dessous. Vous voyez la montagne qui descend dans la mer et continue ensuite. Hein. Voilà. L'aire marine protégée de Cap Ferrat, ça descend à 1200 mètres sur les 9000 hectares. Donc, voilà. Donc, la question de l'érosion du littoral est importante pour nous et a vraiment un impact économique, parce que pas de plage, pas de tourisme, etc. Donc, cette question de recul du trait de côte se pose à nous. La gestion des ouvrages, des sédiments. On a aussi beaucoup de digues qui ont été construites il y a 30, 40, 50 ans. Qu'est-ce qu'on va faire de ces digues? Est-ce qu'on les reconstruit à l'identique? Est-ce qu'on va les reconstruire différemment? Est-ce qu'on met des fascines, des aménagements verts? Des fascines, c'est tenir le littoral avec des morceaux de bois et des arbres. Voilà. Est-ce qu'on fait des ouvrages gris en béton? Donc, la vulnérabilité de la Côte d'Azur est vraiment importante et il est nécessaire de voir cette question de l'érosion du littoral. Quelles sont les superficies impactées? Quelles sont les populations exposées, les biens exposés? On a besoin d'outils d'aide à la planification territoriale. Et je lance un appel au CNES. J'aimerais bien qu'on fasse un deuxième démonstrateur sur l'érosion du littoral. Voilà. Message est passé. Alors, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin parce que vous avez le GIEC et vous avez actuellement, on parle beaucoup de changement climatique, d'impact, de la chaleur, la montée des mers. Le GIEC nous dit peut-être que demain, vous aurez de l'eau de mer dans le cours Saléa. Le cours Saléa, vous voyez l'église de la place Rossetti, là. 5 niveaux d'eau de mer au niveau de la ville de Nice, le centre. Donc là, vous nous avez fait une simulation. Oui, c'est une simulation du GIEC. D'inondation de la ville de Nice. Voilà. On croirait que c'est Venise, la place Saint-Marc, sous les eaux. Non, 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 on est bien à Nice. Et la question se pose, c'est est-ce que c'est totalement utopiste? Est-ce que c'est totalement futuriste? Mais si c'est futuriste, c'est à quelle échéance? Est-ce que ça peut arriver? Donc ça aussi, c'est des questions qu'on se pose. Quelles sont les données concernées? Parce qu'il va falloir peut-être assurer ces biens, ou en tout cas anticiper ces problèmes. Quels sont les risques qui se posent sur notre littoral? C'est vraiment une question essentielle. Donc, comment les éviter au maximum, ces risques, mais aussi comment y répondre? Parce qu'on suppose qu'en 2050, il y aura de la submersion à Nice. J'en sais rien, mais D'accord. nous avons demandé à nos éminents scientifiques. Je crois que le GIEC, quand il fait une photo comme ça, c'est pour dire, voilà, il y a des choses contre lesquelles la force de la nature est telle que ça va se produire, quoi. Comment est-ce qu'on améliore la résilience de la ville pour l'aider à supporter ce genre d'événement? Et enfin, il y a un autre sujet qui nous concerne réellement beaucoup, c'est les activités portuaires, c'est-à-dire les ouvrages en mer, les ouvrages maritimes qui sont implantés dans la mer. Vous avez par exemple les ports. Bon, là, j'ai mis la photo du joli port des Baies des Fourmis, qui est à côté de Villefranche et qui est pas loin de Beaulieu. Un petit port, il y a des ports beaucoup plus importants, il y a des digues, il y a des ouvrages comme l'aéroport de Nice qui est construit sur la mer. La question, c'est que fait-on demain avec ces ouvrages? Comment est-ce qu'on les entretient? Comment est-ce qu'on les répare s'il y a un coup de mer? Est-ce qu'on les répare à l'identique? Est-ce qu'on fait quelque chose de différent? Quelle solution pour demain? Parce qu'il faut anticiper, on le voit bien aujourd'hui avec les problèmes climatiques qu'on rencontre. Quand on n'anticipe pas, on se retrouve acculé à gérer les difficultés. Donc là aussi, nous souhaiterions, en tant que métropole Nice-Côte d'Azur, avoir des informations sur les ouvrages maritimes et pouvoir travailler sur ces sujets et avoir des outils d'aide de décision.
Merci beaucoup, Isabelle Rézère. Sylvia Sylvander, alors vous avez compris les besoins. Hein, vous n'êtes pas là pour y répondre, hein, pour l'instant en tout cas. On aura des réponses, hein, à tous ces souhaits au cours de la journée. Alors on va poursuivre avec vous, Sylvia Sylvander, non pas pour répondre aux besoins directement. Alors au cours de la journée, on va parler de tous ces besoins-là, effectivement. Et j'ai bien noté que vous avez interpellé le CNES sur un certain nombre de sujets. Non, avec vous, on va parler d'une initiative qui s'appelle Space for Ocean. Et vous êtes responsable développement des usages maritimes et outre-mer, donc quelque chose qui s'appelle Connect by CNES. Connect by CNES, c'est une mission que s'est fixé le CNES qui consiste à se dire, voilà, on va mettre un certain nombre de personnes ensemble du CNES pour aller vers notamment les collectivités territoriales et justement créer tous ces usages nouveaux. Et voilà, je vous laisse nous présenter Space for Ocean. Alors que parfois il y a un petit diminutif, c'est S4O. Oui, il faut le savoir. S4O, ça veut dire Space for Ocean. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis pilote en fait des activités de l'Alliance pour le CNES dans le cadre de mon poste. Quand vous dites l'Alliance, c'est Space for Ocean. Alors, voilà, c'est une alliance. C'est vrai que c'est une alliance en fait. Je vais peut-être commencer en fait à introduire le sujet. En fait, je pense que ce qu'il faut rappeler tout d'abord, avant de parler de l'Alliance, il faut expliquer pourquoi l'Alliance en fait. Et donc, il faut rappeler les menaces majeures qui pèsent sur l'océan aujourd'hui et qui pèsent sur nos zones littorales. Et Isabelle, en fait, en a parlé. Hein, ces menaces, ces risques qui pèsent sur la région de Nice, ils sont partagés en fait par l'ensemble des zones littorales du monde entier en fait. Hein. Alors bien sûr, il y a des risques un peu spécifiques en fonction des zones, mais globalement, de toute façon, ces risques sont partagés. Et donc, les menaces majeures qui pèsent sur l'océan aujourd'hui, quelles sont-elles? Première menace, en fait, c'est le réchauffement climatique, bien entendu, hein, on le sait tous. Donc, hausse de la température, hausse du niveau de la mer, et donc augmentation des risques de submersion, bien entendu, des événements majeurs type tsunami. Et puis, l'absorption du CO2 par l'océan, on estime à peu près, depuis le début de l'ère industrielle, on a à peu près un tiers des émissions de CO2 qui sont absorbées par l'océan. Donc, c'est énorme. Et ça provoque en fait une acidification. C'est-à-dire que si l'océan n'absorbait pas tout ce CO2, ce serait autant de CO2 qui serait dans l'atmosphère et qui aggraverait encore le changement climatique. Alors, ça aggraverait effectivement donc, voilà, l'océan a un réchauffement de l'atmosphère. Un rôle d'absorption et de matelas, si je puis dire. Un rôle de diminution du réchauffement en fait de l'air, oui. Mais par contre, ça a un rôle d'augmentation de la température de l'eau et donc du niveau de la mer. Et cette absorption du CO2 provoque aussi une acidification, une désoxygénation en fait de l'eau, qui a pour impact direct en fait une perte de biodiversité. Perte de biodiversité en fait également aggravée par un certain nombre d'activités humaines qui dégradent les fonds marins. Autre menace majeure, c'est la pêche illicite. La pêche illicite, en fait, on estime, alors c'est pas évident de l'évaluer, hein, mais on estime en fait à peu près à jusqu'à 15% des captures qui seraient dues à la pêche illicite. C'est énorme. C'est un fléau majeur, à la fois humain, écologique, social, économique. Donc on voit bien qu'il faut des outils pour pouvoir en fait mieux lutter contre ces phénomènes-là. Et puis, dernière menace majeure dont je vais parler, c'est la pollution. Bien évidemment, la pollution est une menace majeure. Et en termes de pollution, on peut parler de pollution aux hydrocarbures, pollution au plastique, qui augmente constamment, puisqu'en fait, la consommation de plastique augmente et à peu près 10% des déchets plastiques se retrouvent dans l'océan aujourd'hui. Donc, c'est énorme et c'est une menace vraiment majeure sur notre océan. Et puis, pollution également aux microalgues.
On a des problèmes d'algues vertes en Bretagne, de sargasses en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane, ou encore d'algues rouges dans d'autres régions du monde. Donc, tous ces phénomènes qui pèsent sur l'océan, en fait, ça détruit notre océan. Et donc, il faut des outils pour mieux y faire face. Et donc, par contre, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, on voit que les outils aujourd'hui, comme le disait Isabelle, elle a besoin d'outils pointus, de gestion de côtière, elle a besoin d'outils qui correspondent aux besoins des utilisateurs. Et donc, on fait le même constat au niveau national. On a besoin d'outils opérationnels qui répondent aux besoins des utilisateurs. Les utilisateurs n'étant pas forcément des pays qui ont les moyens techniques ou les compétences pour appréhender des données et services qui existent aujourd'hui. Donc, problème global qui se répercute dans une foule de pays qui ont des décisions à prendre, mais qui ne vont pas être facilement renseignés, qui ne vont pas avoir facilement un accès à la connaissance. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Problème global. Et ce qu'on peut souligner aussi, c'est que les besoins ne sont pas forcément bien pris en compte. Donc, il y a vraiment un besoin de renforcer le lien entre le secteur spatial et le secteur maritime et de partager les efforts et de mettre à disposition des pays les plus impactés des outils pertinents qui correspondent à leurs besoins et à leur capacité de prise en compte de ces outils. Et c'est là qu'intervient Space for Ocean, C'est là cette qu'intervient alliance qui est là effectivement, pour Space justement for Ocean. faire en sorte d'outiller certains pays qui peut-être sont moins argentés, qui ont moins les Tout à fait. connaissances, pour Oui. les armer Oui, et oui, puis tout à fait. voilà, C'est là qu'intervient c'est de l'alliance. l'empowerment, ce qu'on Ouais. appelle ça de l'empowerment. C'est en fait pour ces raisons-là qu'est née en fait l'idée de cette alliance. Donc c'est le CNES en fait qui a eu l'idée qui a proposé cette initiative et qui a lancé une consultation massive internationale. Et à l'issue de cette consultation, pardon, ouais. massive, en fait, on a créé l'alliance. Donc vous voyez sur la planche, alors je crois qu'on n'a pas retrouvé mes planches en français, donc c'est pas grave, je vais m'adapter. Donc vous voyez ici sur cette planche les membres fondateurs de l'alliance qui se sont réunis au tout départ pour poser les bases de cette alliance. Donc une alliance pour la préservation et la conservation de l'océan. Donc ces membres, en fait, quels sont-ils? Donc le CNES, puisque le CNES était à l'initiative de cette alliance. On a aussi l'Agence spatiale norvégienne. On a aussi l'Agence spatiale de recherche des Maldives. Les Maldives étant à la fois représentant via leur agence spatiale, mais aussi en tant que pays utilisateur particulièrement exposé à ces phénomènes qui pèsent sur l'océan. Et puis, on a également le gouvernement princier de Monaco, qui est également très actif dans cette alliance. On a aussi l'ESA, l'IOC et Mercator Océan, donc, et bien sûr, le Bureau des affaires spatiales de l'ONU. Voilà, donc cette alliance, en fait, elle a été lancée l'année dernière, il y a juste un tout petit peu plus d'un an, à Nice, en fait. Donc voilà, donc on fête aujourd'hui, c'est 1 an. Les 1 an de cette alliance. Tout à fait. Donc, on peut passer à la planche suivante, donc qui montre en fait aujourd'hui que... C'est vous qui avez la main. Qui est ça, ils ont fait. Ah. Alors, c'est la planche d'avant, mais c'est pas grave. Vous pouvez appuyer sur le petit bouton rouge. Voilà. Donc, on a aujourd'hui 32 membres dans l'Alliance. Alors, je ne vais pas évidemment détailler l'ensemble de ces membres parce que ce serait trop long. Ce qu'il faut expliquer, c'est que donc, dans l'Alliance, on a à la fois des agences spatiales du monde entier, mais on a aussi des organisations maritimes et également des instituts de recherche. Je vais parler maintenant des objectifs de l'Alliance parce que c'est quand même important de parler des objectifs.
Donc, quels sont les objectifs de l'Alliance? Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Le premier objectif de l'Alliance, c'est de renforcer la collaboration entre les agences spatiales, les organisations maritimes, entre spatiales et maritimes, et faire le lien. Et bien comprendre les besoins du secteur maritime. On ne sera pas capable, l'Alliance ne sera pas capable de répondre si elle ne comprend pas bien ses besoins. Et puis, autre objectif, ça va être de développer ce qu'on appelle des capacity building, donc des capacités de financement, des capacités de formation, de transfert de compétences qui vont permettre en fait aux pays les plus exposés, et donc je pense en particulier aux petits États insulaires ou aux pays en voie de développement, ça va leur permettre en fait ça va les aider d'une part à acquérir la compétence et par ailleurs on va pouvoir trouver des financements pour mettre en place des projets qui les aident vraiment directement. On a également un autre objectif qui est de mettre à disposition de ces pays des services opérationnels qui correspondent vraiment à leurs besoins et à leurs capacités de prise en compte de ces outils, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, on a un rôle aussi, via cette alliance, de mettre en valeur nos industriels français qui travaillent en fait sur toutes les problématiques liées aux zones littorales et à la préservation des océans. Et on verra donc cet après-midi des exemples, mais bien entendu, l'Alliance, c'est aussi, ça nous permet aussi de mettre en avant nos industriels en fait. Donc ça, c'est important de le souligner. Et puis, autre objectif, en fait, c'est partager les bonnes pratiques. La notion de partage, elle est vraiment importante. Je pense que c'est quelque chose, aujourd'hui, on le voit. Les différents pays travaillent sur le spatial. On sait que le spatial apporte déjà beaucoup. On a des constellations spatiales. Par exemple, l'altimétrie radar, ça fait 30 ans qu'on travaille sur l'altimétrie radar. Et cette altimétrie nous permet de surveiller la hausse du niveau de la mer. Donc, on a des outils aujourd'hui à disposition, des données spatiales qui sont extrêmement pertinentes et qui apportent d'ores et déjà beaucoup pour surveiller la santé de nos océans, etc. En fait, ce qu'on constate, c'est que quand même, parfois, chacun travaille un petit peu dans son coin. Donc, l'idée, en fait, c'est de partager entre agences spatiales et entre organisations maritimes les bonnes pratiques. C'est ça aussi notre rôle. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'on veut absolument travailler avec des outils qui sont basés sur des connaissances scientifiques solides. Parce qu'on trouve des tas de choses sur le net. Il y a des tas de données gratuites qui sont disponibles. Certaines sont très pertinentes et vont beaucoup vous aider. Et puis d'autres sont peut-être pas aussi fiables qu'on le voudrait. Et donc là, on a vraiment l'envie et le souhait de se baser sur des connaissances scientifiques vraiment fiables pour fournir des services pertinents. Un autre objectif de l'Alliance, c'est pourquoi pas, à terme, mais ce n'est pas le premier objectif, c'est de travailler sur des indicateurs qui permettraient en fait des indicateurs qui combineraient en fait indicateurs de santé de l'océan, indicateurs sociaux, économiques, etc. Ça pourrait être pertinent de mettre ce type d'indicateurs en place. Et puis, en dernier objectif, et pas des moindres, c'est qu'en fait, on a le rôle, et le CNES est vraiment pilote sur ce sujet, c'est de voir, en fait, dans les missions spatiales d'aujourd'hui, quelles sont les lacunes, quelles sont les données qui seraient intéressantes d'observer, quelles sont les mesures qui seraient intéressantes de faire avec des futurs satellites qu'on ne fait pas aujourd'hui. Et donc, on a ce rôle aussi d'identifier ces lacunes et de faire des recommandations pour les missions spatiales du futur. Donc voilà, donc le programme de l'Alliance, il est quand même très ambitieux, vous le voyez. Voilà.
Alors, on est 32 membres, mais on n'est pas de trop pour vraiment réfléchir à toutes ces problématiques. Ce qu'on vise, en fait, hein, les problématiques clés, hein, les défis majeurs qu'on a, c'est de passer, en fait, de données, en fait, soit données scientifiques, données d'observation de la Terre, technologie spatiale, modèles numériques, etc. Données in situ aussi. Hein, il faut passer de toutes ces données, les combiner et en fait passer à des services opérationnels. Donc, comme je le disais, il y a déjà des choses qui existent. Certains services pas assez opérationnels et on pourra y travailler avec les industriels. Et donc, ces services, en fait, ils s'adresseraient à 6 grandes problématiques qui sont vraiment les piliers de l'Alliance. La protection des aires marines protégées. Hein, ça, on le sait, Isabelle l'a rappelé, c'est quelque chose de majeur. Donc, comme je le disais, c'est vraiment une problématique internationale. Tout ce qui est en fait impact du changement climatique et notamment risque de submersion au niveau de la mer, etc. Tout ce qui est pollution, détection et suivi de pollution. Ça fait partie des piliers, des sujets d'intérêt de l'Alliance. La pêche illégale, puisqu'aujourd'hui, on a d'ores et déjà des outils qui permettent de le faire. Et puis donc, tout ce qui est gestion de la bande côtière, alors ça, c'est vraiment un sujet majeur pour nous. Donc, on rejoint en fait les problématiques qu'a expliqué Isabelle. Et puis donc, soutenir l'économie bleue, hein, ça, c'est aussi un des objectifs de l'Alliance. Alors, quelles sont nos priorités? Alors, malheureusement, la planche n'est pas tout à fait à jour du coup, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui en fait dans l'Alliance cette dernière année, puisque ça fait 1 an qu'elle a été lancée? On a construit une charte de gouvernance qui permet de préciser les rôles des membres, qui permet de cadrer les activités, qui permet de... On a préparé un plan de travail pour cette nouvelle année qui a commencé il y a quelques jours. Et en fait, on a commencé aussi à travailler sur un outil de collecte des besoins utilisateurs, de collecte en fait de ce que peuvent apporter les membres de l'Alliance, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre concrètement sur la table, que ce soit des données gratuites, des services gratuits, parce que c'est pas mal de commencer par ça, hein, voilà. Et quels sont leurs challenges? Donc ça, c'est une étape qui est passée. Et maintenant, en fait, on voudrait monter en puissance. Donc, ce qu'on voudrait faire en fait cette année, c'est établir un catalogue de services. Quels sont les services opérationnels ou quasi opérationnels existants qui peuvent être d'intérêt pour les utilisateurs de l'Alliance. Donc, on vise à cartographier ces services et d'ailleurs, le gouvernement princier de Monaco est très actif sur ce sujet, je tiens à le souligner. Et puis, on va aussi cartographier les besoins des futurs utilisateurs. Donc, on va cibler un certain nombre de pays cibles, de petits États insulaires et pays en voie de développement. Et on va pouvoir, en fait, analyser leurs besoins parce que notre objectif, c'est vraiment de faire le lien entre services existants et besoins utilisateurs. Hein. Donc, une approche, encore une fois, user pool et pas techno-push. Et ça, je pense que c'est important, Isabelle, voilà, comme tu l'as souligné. Voilà, donc ça fait partie des grands objectifs. Alors bien sûr, on travaillera sur les capacités de financement. C'est pas le plus facile, mais il faudra y venir parce que toutes les données ne sont pas gratuites. Hein, voilà, donc il faudra y venir, mais ça fait partie des objectifs qu'on se donne cette année. Voilà. Merci beaucoup, Sylvia Sylvander. Est-ce qu'on peut avoir quelques applaudissements pour Sylvia Sylvander? Alors, peut-être qu'il y a une question, d'ailleurs, pour Sylvia Sylvander, tout de suite. N'hésitez pas à lever la main si c'est le cas. Je ne crois pas qu'il y ait de mains qui se lèvent. Donc, vous vouliez que ce soit user pool, hein, que tout soit drivé. On fait beaucoup d'anglicisme, direct, décidément. Mais voilà, que tout soit piloté par justement les besoins des utilisateurs, hein, que ce soit ça votre boussole. Est-ce que ces utilisateurs sont effectivement présents aujourd'hui
aujourd'hui, vous êtes en train de constituer l'alliance et une fois que vous aurez ce catalogue de services, là, vous pourrez vous tourner vers ces États insulaires, Alors, etc. Ou est-ce qu'ils sont déjà dans la boucle? alors, certains sont déjà dans la Ah oui. boucle, comme les Maldives ou les Philippines. D'accord. Donc, on peut d'ores et déjà discuter avec eux. Mais c'est vrai qu'ils sont peu représentés aujourd'hui dans l'Alliance. Et donc, ce qu'on vise, en fait, c'est de recruter, en fait, enfin, aller voir des pays cibles. On va faire la liste des pays qu'on aimerait recruter dans l'Alliance pour bien comprendre leurs besoins. Et ça, en fait, on a un séminaire, en fait, dans quelques mois, au prochain comité de pilotage qui se déroulera aux Maldives. Juste avant, il y aura un séminaire qui en fait, est organisé par l'Agence spatiale des Maldives et qui va regrouper tous les États insulaires de la région, toutes les agences spatiales de la région et organisations maritimes de la région pour voir comment le spatial peut répondre à leurs besoins. Donc c'est l'occasion rêvée pour nous de bien comprendre, enfin de nouer ce lien avec ces utilisateurs et comprendre en fait leurs besoins. Donc on attend beaucoup de cette prochaine étape. Merci infiniment, Parfait. Sylvia Sylvander, Merci à vous. Isabelle Rézère. Voilà, pause fraîcheur et on se retrouve dans un quart d'heure ici même. À tout de suite.